Téléspectateurs de Vendée TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur votre plateau Réflexion politique. Réflexion politique, le plateau sur lequel on pousse la réflexion avec nos invités dans le but d'apporter des réponses à certaines questions que vous pouvez vous poser chez vous. Voilà. Au Mali, on estime à plus de 60% de la population à moins de 25 ans, l'entrepreneuriat apparaît comme une voie prometteuse pour stimuler la croissance économique et créer des opportunités d'emploi. Face à un taux de chômage élevé et à des opportunités souvent limitées dans le secteur public, de nombreux jeunes maliens se tournent vers l'entrepreneuriat pour réaliser leurs rêves et bâtir un meilleur avenir. Mais entre espoir et défi, quel est véritablement le visage de l'entrepreneuriat des jeunes au Mali et quelle est l'opportunité offerte et surtout les défis à surmonter sont autant de questions qu'on peut se poser. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui sur ce plateau, vous avez comme thème du jour opportunités et défis de l'entrepreneuriat au Mali. Pour en débattre, pour pousser cette réflexion, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Drissa Ballo. Il est conseiller technique au ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Monsieur Ballo, bonjour. Bonjour, madame. Merci de vous rendre disponible. Merci de nous inviter sur votre plateau. Deuxième invité sur ce plateau pour pousser la réflexion, il s'agit de Moussa Doumbia, diplômé en agrobusiness. Il est le PDG de l'entreprise Bogoni. Vous avez compris, c'est un entrepreneur, un jeune entrepreneur. Monsieur Doumbia, bonjour. Bonjour Fadima. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Avant de commencer, téléspectateurs de Vendée TV, je tiens à remercier le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, voilà, qui a bien voulu répondre tout simplement à notre invitation, chose qui n'est pas souvent courant. Et je tenais vraiment à remercier le département en entier, à la tête Madame la ministre, Madame Oumou Sall Sek, voilà, chose qui est rare. On aimerait bien, pour nous, hommes, femmes de médias, avoir des retours assez positifs comme ça de tous les autres départements, tout simplement pour pouvoir éclairer, donner les réponses aux citoyens maliens. Merci beaucoup, en tout cas, pour cela. Merci. Monsieur Ballo, avant de commencer, l'entrepreneuriat, on entend souvent ça et là dire je suis un entrepreneur, je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais on aimerait bien avoir une définition. Ok, merci beaucoup, Madame Touré. Maïga. Maïga, c'est ce que j'avais dit, Madame Touré. Ils seront choqués, les Tourés, de m'avoir parmi eux, mais bon, ils peuvent rêver. Merci beaucoup. En fait, il y a, nous, au niveau du ministère, quand nous parlons d'entrepreneuriat, parce qu'entreprendre, ça, dans le français classique, c'est très large. C'est large. Mais quand nous parlons au niveau du ministère, nous parlons comme définition pour une entreprise, c'est une organisation qui réunit des personnes physiques ou morales. Hein. Ça peut être une ou plusieurs personnes physiques ou morales et qui ont, sûrement, il y a un capital derrière, sûrement, et qui produit des biens, des services pour la consommation de la population, de la communauté, et avec et tout des questions de rentabilité, sûrement. Voilà. Donc, grosso modo, une entreprise, c'est ça. C'est produire des biens et des services. L'entrepreneuriat. Ou les commercialiser, ou les mettre à disposition de la population, moyennant en retour des ressources en retour, et qui avec l'idée de faire de la rentabilité. D'accord. C'est surtout l'aspect où c'est pour soi qui se dégage beaucoup. On veut entreprendre, on veut être son propre chef. En fait, on veut être pour être son chef, il faut pouvoir vendre quelque chose, il faut avoir de l'argent. Donc quand on produit, il y a des avantages. Quand on est entrepreneur, il y a des avantages. On peut être son propre chef. Mais derrière, vous produisez... La satisfaction, c'est ça, c'est d'être son propre chef et de ne pas dépendre d'autres personnes. Il y a une autre satisfaction pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est parce qu'ils donnent des opportunités. Ils créent des emplois pour des personnes, pour des jeunes, pour des femmes, pour des chefs de famille,
qui, en retour, arrivent à faire vivre leur famille. Donc, il y a plusieurs satisfactions qu'on peut avoir, mais l'objectif reste le même. L'objectif, mais pour les téléspectateurs, c'est tout simplement pour dire que l'entrepreneuriat, c'est produire des biens, des services, une marque ou quoi que ce soit, à proposer tout simplement aux populations et puis de rentabiliser surtout derrière. Monsieur Doumbia, voilà, j'ai cru comprendre que vous êtes un entrepreneur. On peut savoir succinctement votre entreprise Bougouni, voilà, pour les téléspectateurs qui ne savent pas. D'accord, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Moussa Doumbia. Je suis le promoteur de la société Bijou Bougouni, qui est une entreprise de production de boissons à base de fruits locaux, essentiellement nos fruits, la mangue, le tamarin, les fruits exotiques, le rognier, le balanites, la courge, patate douce, goyave. Voilà, donc on a en fait notre touche particulière en fait de pouvoir toucher des gammes de produits qui sont un peu rares à voir, mais qui sont très bons et qui permettent justement de créer de la valeur, comme M. Balo l'a dit tout à l'heure, parce que l'entrepreneur, c'est vraiment la création de valeur pour soi, comme vous l'avez dit, pour soi, mais également pour, pour d'autres bénéficiaires. Les clients, les clients, la population, l'emploi que nous créons. Parce qu'en Bambara, on appelle justement Kenreye Bara, mais ce n'est pas en réalité on le fait pour soi, mais pour les autres également. Donc, c'est ce que nous faisons depuis déjà 7 ans. Donc, l'usine, c'est à Moribabougou. Et voilà, et nous travaillons avec plusieurs partenaires techniques et financiers, avec plusieurs coopératives de femmes, pour justement pouvoir créer de la valeur à court, moyen et long terme. Vous êtes très jeune, hein, ça se voit quand même, et puis surtout que vous avez étudié l'agrobusiness. C'est cela qui vous a poussé à rentrer dans ce carnaval-là. Vous aurez pu tout simplement être fonctionnaire. Oui, ça c'est vrai. J'aurais pu être fonctionnaire. Après le bac, automatiquement, je peux dire que le déclic a été quand j'ai été au village. Quand j'ai été vu de mes propres yeux beaucoup d'opportunités liées à l'agriculture. Et après, je suis parti à l'IPR de Katibougou. Je pense que ça a été la chance de ma vie de comprendre qu'en réalité, l'agriculture ou l'agrobusiness, ce dont la jeunesse comprend, c'est qu'il faut prendre la roue, il faut aller au champ, il faut être sale, il faut être malpropre, il faut être pauvre. Donc, moi, j'ai eu une autre définition à travers ce que j'ai appris à l'école pour dire à la jeunesse également qu'on peut effectivement réussir étant ici au Mali et dans l'agriculture, sans pour autant vouloir faire autre activité ou sortir du pays ou rester encore pire dans le chômage. Donc grâce à l'agriculture, on peut effectivement entreprendre, embaucher d'autres personnes et créer de la valeur. Donc apprendre l'agrobusiness m'a vraiment permis également de comprendre tout cela. Vous avez tout de suite compris que c'était la voie pour ne pas traîner tout de suite après les études, hein? Oui, moi j'ai commencé quand j'étais en deuxième année. Déjà quand vous étiez en tant qu'étudiant? Oui, j'ai commencé en deuxième année d'études. Voilà, donc j'ai pas été en chômage. J'ai découvert également cette passion de l'agrobusiness. Et il y a eu des opportunités face à des problèmes familiales, liés à la consommation des boissons gazeuses du papa. Voilà, moi je savais déjà faire les boissons. Donc il y a toute une histoire derrière, qui m'a guidé sur ce chemin à travers aussi beaucoup de formations que j'ai eues à travers l'appui de plusieurs partenaires, parce que la formation aussi est essentielle. Donc j'ai pu commencer l'activité. La formation est essentielle. Je pense qu'on verra tout ça tout le long de cette réflexion d'aujourd'hui. Yeah. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que le Malien est un entrepreneur? Monsieur Balo. C'est la fameuse question qu'on pose. Le Mali est entrepreneur, en fait, parce qu'il ne faut pas réduire l'entreprise à l'entreprise moderne. Oui. Vous savez, au village, le chômage dans le milieu rural n'était pas connu avant. Les gens, parce que si on suit la définition même du terme entreprendre, les gens entreprennent dans le village. Oui, c'est vrai. Les gens font du maraîchage, ils font de l'agriculture, tout ça. Mais c'est vrai que ces activités sont restées sous une forme de subsistance, d'activité de subsistance, ça c'est vrai. Donc, en partant de la définition, on peut dire que les Maliens sont des entrepreneurs. Ils ont un esprit d'entreprise. Maintenant, quand on rentre dans la définition moderne de l'entreprise, où on va travailler pour créer de la valeur ajoutée, pas seulement pour se nourrir, mais pour se nourrir, créer de la valeur ajoutée, avoir de l'argent, faire autre chose. Je pense que sur ce point, nous avons encore beaucoup de problèmes. La tendance que nous avons, c'est que nous avons une majorité des Maliens qui ramènent rapidement l'entreprise au commerce. Je vais en Chine, je vais à Dubaï, comme la majeure partie des hommes d'affaires que nous voyons ici. Au lieu d'investir, comme Moussa le disait tout de suite, d'investir, au lieu de faire des immeubles, au lieu
d'aller prendre des marchandises en Chine, c'est dire, on a du potentiel ici, on peut investir, et avec cet investissement, on va produire localement et on va vendre localement, ça crée de la valeur ajoutée. C'est un peu plus compliqué que construire un immeuble, mais ça rapporte beaucoup plus d'argent que construire un immeuble. Parce que l'immeuble, quand vous mettez un immeuble à la CIC pour l'amortir, c'est plusieurs années, peut-être même sur 1 ou 2 générations pour amortir. Alors que l'investissement, par exemple, si je prends les mangues, dans la transformation des mangues, ça, vous l'amortissez, vous créez de la valeur ajoutée, vous créez des produits dont les Maliens ont besoin. Ce qui est marrant, si vous regardez aujourd'hui, quand vous allez dans les réunions, les jus de mangue qu'on vous donne dans les canettes, dans les cans, là, qu'on appelle les jus de mangue, vous regardez, c'est écrit Malaisie, des choses comme ça. Pour le Mali, si on doit boire des jus de mangue qui viennent de Malaisie, c'est quelque chose qui va pas. C'est aberrant. Voilà. Donc, si on analyse sur cet angle, on dirait le Malien est moins entrepreneur, mais il est homme d'affaires. Voilà. Exactement. Mais globalement, l'esprit d'entreprise est là. Maintenant, pour l'adapter au monde moderne, je pense qu'il y a des choses à faire. Et c'est ce qui explique aussi le fait que le gouvernement s'est doté actuellement d'une stratégie nationale d'entrepreneuriat. D'accord. Les opportunités sur le marché. Je me retourne vers un entrepreneur, tout simplement. Est-ce qu'il y a assez d'opportunités sur le marché? Ce que Balo vient d'expliquer tout à l'heure, c'est une réalité parce que déjà, naturellement, le Malien, il est entrepreneur, mais ce qui est plus développé, c'est le commerce. Mais généralement, quand tu demandes à un Malien lambda que c'est quoi un entrepreneur, il va te dire que c'est eux qui portent casquette BTP. Voilà, c'est ça. C'est généralement ces personnes-là qu'on considère comme des entrepreneurs. Donc, maintenant, je pense que ça, c'est consacré à une certaine génération, celle qui nous précédé. Mais actuellement, moi par exemple, qui ai étudié l'agro-business de 2015 à 2018, et de 2015 justement jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un bouleversement de l'écosystème entrepreneurial de manière générale. Il y a plusieurs partenaires techniques et financiers qui se sont engagés dans l'accompagnement de la jeunesse de manière globale. Et cette jeunesse, je sais que les accents sont beaucoup plus misés sur ceux qui ont été à l'école. Voilà, généralement, je sais qu'il y a d'autres accompagnements, mais ceux qui ont été à l'école, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a les incubateurs, par exemple, qui n'existaient pas avant. Il y a des incubateurs, il y a des projets et programmes qui sont dédiés uniquement aux entrepreneurs. Certains sont affiliés directement même par le ministère, d'autres par d'autres partenaires étrangers. Donc, en termes d'opportunités, effectivement, il y en a beaucoup en termes de formation, de qualité, de renforcement de capacité, de reconversion professionnelle, parce que peut-être que d'autres questions vont en venir par rapport à cela, mais en termes d'opportunités, il y a effectivement des opportunités de formation, de reconversion pour les jeunes, mais surtout de compréhension de manière générale à travers des conférences, des panels, parce que les opportunités ne sont pas uniquement que ce que le jeune obtient, mais surtout ce que l'écosystème produit comme environnement, à ce que quand le jeune entreprend finalement, ça puisse aller. Et dans cela, c'est la sensibilisation en termes d'opportunités qui existent aujourd'hui, sensibiliser la population de manière générale, les parents, les familles, parce qu'au final, l'entrepreneur vit dans cet environnement-là, et quand ces personnes autour de lui sont sensibilisées, comprennent son mode de vie, comprennent sa vision à long terme, et que c'est quelque chose qui va porter fruit pour tout le monde. Donc tout ceci aujourd'hui, je pense que ça crée un bouleversement pour renforcer l'opportunité pour les jeunes en termes de création de valeur. Donc il y a aussi des opportunités de financement. Balo a piloté l'une de celles-ci, voilà, ProSège, voilà, FACEJ. Il y a eu beaucoup d'opportunités en tout cas, et qui permettent justement aux jeunes de pouvoir non seulement se former, se renforcer, créer une entreprise. Et même si pour moi, il faut jusqu'à présent continuer en tout cas à réfléchir sur des innovations d'accompagnement technique et structurel pour qu'on puisse arriver à un autre niveau. Parce qu'il ne faut plus justement que ça se consacre sur la création, mais aussi pour la croissance.
Voilà. D'accord. Vous venez de dire un accompagnement technique et structurel. Ça, c'est pour ceux qui ont été sur les tables bancs quand même, qui sont allés à l'école. Parce qu'à vous entendre, la plupart des jeunes lambda, ils auront du mal à vous suivre. Vous avez des termes très techniques pour eux, à leur goût. Moi, je veux me retourner vers M. Ballot, qui sourit évidemment. C'est de savoir, est-ce qu'une partie de la jeunesse ne se sent pas concernée par l'entrepreneuriat? Ils pensent qu'ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les armes. Est-ce que vous êtes face à ce groupe de jeunes qui, en réalité, se disent « on n'a pas été à l'école, on n'est pas concerné ». Je vais vous répondre, mais je voudrais peut-être compléter la première partie sur les opportunités. Vous savez, quand on le dit généralement, les jeunes ont du mal à camper ça, mais le Mali, il y a des opportunités partout. Nous sommes un pays... Vous savez, en fait, quand en Europe, on vous dit l'avenir, c'est en Afrique, les gens passent rapidement que c'est la jeunesse de la population qui est un atout qui lorsqu'on va transformer cette dividende démographique, va aider nos pays à avancer. Mais c'est seulement pas ça. Tout est opportunité au Mali. Posez-vous la question pourquoi les autres viennent chez nous en général. Je vais vous donner un exemple, mais très basique d'opportunité pour la définition, parce que les gens ne voient pas, quand on dit opportunité, ils n'arrivent pas à définir, à s'imaginer. Je vais vous donner un exemple simple. Comme il vous a dit, j'ai géré un projet, emploi jeune, rapidement. Il y a un jeune que nous avons financé à la fin, sur 2 ans, qui recrutait 16 personnes. Peut-être, il faisait travailler 16 personnes, mais très simple. Je vais vous dire comment il a trouvé son idée. Il est d'un quartier populaire que je ne vais pas citer ici. Il dit que depuis qu'il est né, dans le carré, il y a une vieille dame qui vend la nuit du chaud. L'haricot. Comme dans les quartiers populaires. Et tout le monde s'approvisionnait. Vous savez, dans les grandes familles, dans les quartiers populaires, le soir, le dîner, beaucoup ne mangent pas parce que ça, ils n'aiment pas. Tout le monde va acheter du spaghetti, des pâtes et du haricot. C'est ce qui est fréquent dans les quartiers. Cette vieille dame, elle est vieille. Elle a dit, ça va, si je fais ça depuis des années, j'arrête. Elle a arrêté. Elle avait 2 bonnes. Dès qu'elle s'est arrêtée, le jeune, lui, il a fait l'ENA de Bamako, donc il était là. Mais c'était un problème. Ils sont obligés de prendre la moto, aller jusqu'à dans l'autre quartier à côté pour acheter. Et le jeune, il est venu chez nous, il dit, j'ai une idée. On a dit, c'est quelle idée? Il a expliqué, tout le monde trouvait que c'était banal. Mais en fait, c'était pas banal. Donc, il est allé, quand il a fait la compétition, quand il a eu de la subvention, il est allé voir la bonne dame, il dit, tanti, voilà ce qu'on va faire. Comme vous êtes vieille, vous avez libéré une de vous. Non, moi, vous recrutez les 2, moi, je les paye. Vous avez vos effets, les ustensiles et tout. Il dit oui. Il dit, est-ce que vous ne préparez pas, mais vous supervisez seulement. Mais ton déjeuner et dîner, vous pouvez prendre dedans, il n'y a rien. Et lui, il a modernisé. Donc, il a acheté une Katakatani qu'il a transformée en restaurant mobile, qu'il fait arrêter dans le carré, et puis il se déplace. Il a une moto Jakarta aussi, il se déplace pour le lever. Il met dans les bols, là, les bols en plastique, là. Donc, même il y a des gens qui ont honte de venir acheter parce que les chefs de famille sont obligés de passer par des petits. Mais là, ils appellent au téléphone, il amène. Il fait la livraison. Il livre. Mais en fait, pourquoi j'ai dit que c'était une opportunité? Parce que c'était un besoin de la population là. Et lui, il a su que c'est un besoin parce que lui-même, il est concerné tous les soirs, il va juste dans notre quartier à moto pour acheter. Donc, comme ça, il s'est agrandi petit à petit. Et à partir de là, il est d'abord allé faire une formation pour fabriquer du hamburger, faire des choses dans un restaurant. Il est venu, le type, il a dit 150 000, il pensait que c'est les jeunes du quartier. Vous savez, les jeunes qui ont fait des études là, qui négligent tout. Il est revenu, le type l'a pris pendant 1 mois. À la fin, il a dit, bon, c'est bon. Le type a dit, c'est bon. Il a dit, non, il a besoin d'1 mois. Donc, il a fait 3 mois là. Et le monsieur l'avait pris 150 000. À la fin, il a remis les 150 000 en disant, je croyais que tu n'allais pas le faire. Mais c'est très bien. Et avant la crise de la Covid, le jeune avait 4 motos de taxi. Il faisait des points le soir dans son quartier, dans le quartier limitrophe. Et le jour, à midi, vers 10h, il y a comme c'est un quartier très populaire du centre-ville, donc il y a quelques écoles autour. Il va stationner son truc, là il ne va pas vendre du haricot, là il va vendre il a varié, il a diversifié un petit peu ses produits. Son truc de base, il reste et on l'appelle Mr. Show. Donc ça c'est une opportunité mais qui n'est pas très visible quand vous dites à un jeune diplômé tu peux faire ça en fait c'est ça, il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement d'opportunités au Mali. À Bamako aujourd'hui, il y a des moments de la saison où vous ne pouvez pas trouver du gombo. Même ceux qui le trouvent, c'est très cher. Il n'y a que les riches qui peuvent, les gens qui ont de l'argent qui peuvent acheter.
Mais ce n'est pas normal qu'un pays comme le nôtre, même s'il n'y a pas la pluie tout le temps, mais vous avez deux des plus grands fleuves de l'Afrique, vous avez des marigots partout au Mali. Donc le fait qu'on puisse manquer de produits frais, d'oignons, même de pommes de terre, durant les saisons de l'année, c'est des opportunités. On peut juste faire... Hors saison, il va falloir... On peut juste faire du business là-dessus. Et on devient riche. Il y a des opportunités partout. Il faut seulement le voir comme une opportunité. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une opportunité. D'accord. Je reviens à ces jeunes qui ne se sentent pas concernés. Voilà. Pour les jeunes, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. Vous savez que, je vais donner le cas du ministère. Nous, dans nos programmes, nous essayons de plus en plus de faire des programmes adaptés aux jeunes déscolarisés et non scolarisés. Et on ne va pas aller dans les grands concepts. On va beaucoup plus travailler sur des concepts simples. Qu'est-ce que c'est qu'un plan d'affaires pour qu'ils puissent comprendre? Quelle est la différence entre un fonds de roulement et des résultats? Parce qu'en fait, ils font pas... Est-ce qu'il faut aller dans une institution financière prendre des crédits? Comment est-ce qu'il faut les gérer? Donc, les bases de l'entrepreneur, on le donne dans la langue nationale. On essaie de donner aux gens. Maintenant, sur les produits qu'on donne aux gens en termes de financement, on essaie aussi d'adapter parce qu'un jeune diplômé à Bamako va venir vous dire « Moi, j'ai besoin de 10 millions ». Mais le jeune qui est dans mon village, lui, il veut faire l'agriculture traditionnelle, il n'a pas besoin de 10 millions. Et on adapte, donc l'idée c'est d'adapter aussi les produits financiers au public cible qu'on a en face. Donc au début, dans les stratégies du ministère, on avait essayé de traiter tous les jeunes comme on les mettait tous dans la même catégorie. Mais de plus en plus, nous essayons de faire des catégorisations qui font que aujourd'hui, les stratégies que nous avons vont aussi bien en direction des jeunes diplômés, des femmes et des hommes qui sont dans le business, mais aussi en fonction de toute cette jeunesse qui constitue la majorité de la jeunesse, de la population malienne, de la jeunesse malienne. La majorité, c'est déscolarisés, non scolarisés, qui n'ont pas de diplôme, qui sont dans le milieu rural. Et si on veut développer le pays, il faut arriver aussi à les amener dans des réflexions. Maintenant, le type d'entreprise et le type de produit qu'on va faire ne sera pas forcément le même. Quand je parle de fournir des produits frais sur toute l'année, ça c'est quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Avec de la formation technique, de l'accompagnement pour qu'ils comprennent l'entrepreneuriat, ils peuvent le faire. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus. D'accord, la formation technique, l'accompagnement, l'investissement. Maintenant, comment se passe l'investissement? Comment le département arrive à les aider, notamment parce qu'on sait qu'être entrepreneur pour avoir un capital de base, c'est quand même pas une mince affaire. Oui, mais en fait, c'est aussi, vous savez que on peut pas être... pour faire l'entreprise, il faut du capital, hein, c'est vrai aussi. Mais vous savez, il y a aussi des philosophies, on dit entreprendre à 0 francs. Oui. Il y a toute une réflexion. Savoir, hein? Il y a toute une réflexion universitaire qui est là-dessus. Mais en fait, oui, mais souvent aussi, les gens n'ont pas tort. Vous trouvez un jeune qui vous dit qu'il chôme, il a une moto, il a un smartphone, Android, iPhone. Et vous avez le truc qui filme. Et la cigarette, je ne parle pas de... Mais ça veut dire qu'il a d'autres choses, quoi. La moto, déjà, c'est bas mot, c'est 375, 350. Le téléphone, c'est 50. Si c'est moins cher, c'est 50. Sinon, des fois, vous les trouvez mais à des téléphones plus chers. C'est un capital. Donc, pour vous, l'investissement, c'est plutôt une question de volonté. En fait, l'investissement, il faut vraiment aimer faire. Parce qu'on peut démarrer avec peu d'argent et réussir. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de discuter avec des hommes riches de Bamako, qui ne sont pas allés à l'école, qui ont fait que l'école coranique. Une fois, j'ai un ami, il me dit, mais parce que le milliard, c'est beaucoup d'argent. J'ai dit, oui, c'est beaucoup d'argent. Il me dit, non, mais c'est rien. Je dis, comment tu as fait? Il dit, il est rentré à Bamako, il a 17 500 francs. 17 500 francs. C'est pas pardon. Mais il a entrepris avec ça, même petit à petit. Aujourd'hui, il me dit, le milliard, c'est rien. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait, nous, en termes d'aide sur le financement? Le ministère, aujourd'hui, travaille sur plusieurs volets. Il y a d'abord le volet de la formation à l'entrepreneuriat. Il faut que les gens comprennent qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup de jeunes diplômés n'ont pas compris. Oui. Vous leur donnez 3 millions comme capital de départ. Demain, vous le voyez, il est sur une Jakarta neuve. Des fois, on a même vu des gens qui vont acheter des véhicules. Il peut avoir une petite bagnole à 1,5 million. Et quand vous lui expliquez, il ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème de formation. Donc, c'est la première des choses qu'on fait, aussi bien pour les jeunes diplômés que les jeunes déscolarisés, non scolarisés. La première des choses, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise?
On répond à des besoins, il y a des services qu'on offre, on doit bien le gérer, il y a des ressources humaines et des ressources financières, il y a aussi des ressources matérielles. Il faut aller expliquer ça aux jeunes. Ensuite, lui expliquer comment on gère une structure. Parce que quand vous faites vos ventes de la journée, vous mettez l'argent dans votre poche, vous allez à la maison, vous avez raté. C'est pas comme ça que ça se gère. Donc, la première des choses, c'est former les jeunes à l'entrepreneuriat, former les jeunes au leadership, pour qu'ils puissent se prendre Ensuite, il faut permettre aux jeunes d'accéder aux capitaux. Aujourd'hui, ce qu'on fait en général, en tout cas nous, ministères et nos partenaires, parce que nous avons beaucoup de partenaires, c'est qu'on donne notre financement à deux parties. Nous essayons de donner une petite subvention, ce qu'on va appeler un fonds d'amorçage, qui peut varier. D'accord. Voilà. Après, on permet aux jeunes d'accéder au crédit bancaire, derrière avec une garantie derrière. C'est ce que nous faisons jusqu'à présent. Mais il y a tout un circuit, parce qu'on ne peut pas... Vous savez, au début de cette histoire, on a distribué beaucoup d'argent dans nos ministères, et beaucoup d'argent qui ne sont pas remboursés. C'est énormément d'argent, je n'ai pas dit le montant ici. Mais depuis, on essaie de réguler pour s'assurer qu'il faut sélectionner la bonne personne. Parce qu'il n'est pas entrepreneur qui le veut. Ça aussi, c'est vrai. Sur 100 jeunes qui font des études, qui sortent, peut-être si vous avez 10 personnes qui peuvent vraiment entreprendre, parce que l'entrepreneuriat est très difficile. D'accord. Merci beaucoup, M. Ballot, pour cet éclaircissement. Je me retourne vers un entrepreneur. Justement, comment vous avez investi? Comment vous avez trouvé le capital pour investir? À la base, moi, déjà, j'avais un peu suivi le processus, je vais le dire ainsi, de base, qui était de faire un business plan, voilà, de faire un business plan, d'analyser, parce que moi, ma mémoire de fin de cycle a été faite sur Bougouni. Voilà, j'ai même amené les boissons. Voilà, d'accord. Votre marque, en fait. Oui, ma marque. Oui, oui. D'accord. Voilà, ça a été votre mémoire, votre business plan dessus. Exact. Donc, j'ai vraiment commencé de base. D'abord, je le faisais à l'IR de Sotuba, au laboratoire de technologie alimentaire, ce qui m'a permis de comprendre de fond en comble comment regrouper les ressources, parce qu'il faut d'abord comprendre la chaîne. C'est une incubation, en fait. Voilà, c'était une incubation. Voilà, comprendre la chaîne, et c'est ce que l'école nous permettait d'avoir. Donc après, il s'agissait maintenant de pouvoir commencer en dehors de ce circuit d'apprentissage, parce que j'étais dans un cercle où toutes les ressources y étaient, équipement, matières premières, voilà, tout était là. Donc maintenant, j'avais fait un business plan sur cette base, et je me disais qu'il me fallait 10 millions justement comme capital afin de démarrer. Et grâce aux formations de qualité, j'ai compris, parce que même hier, je l'ai dit sur ma page Facebook, il ne suffit pas malheureusement de maîtriser un domaine pour entreprendre là-dessus et réussir. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi un mode de vie automatique. Donc après, lors de mes formations, j'ai compris, en fait, on m'a posé beaucoup de questions de fondement. De quoi tu as besoin réellement pour démarrer? J'avais dit 10 millions. Mais 10 millions pour faire quoi? J'ai dit, ok, il me faut un pasteurisateur qui fait 5 millions. Et on m'a dit, mais ko baramanta waswa, la marmite là, de la maman. J'ai dit oui. Koni tarasoko ta baramanta. Quoi d'autre? Stérilisateur, combien? 2 millions, broyeur 3 millions. Et on m'a fait des simulations de ces petits matériaux là qui sont à la maison, parce que broyeur, les femmes broient leurs trucs là au marché à 300, 400, voilà. Donc je me suis dit, mais en réalité, est-ce que j'ai réellement besoin de 10 millions? Et grâce à cela, je me suis positionné à la maison avec les équipements de base de la famille. Chez le grand frère à Kalabankoura ACI, j'ai pris les mêmes équipements de la famille, gaz, marmite, tout ce qui va avec. Et j'ai commencé à faire les boissons. Mais quand une personne voyait le produit fini, il ne pouvait pas y croire. La personne allait dire que je l'ai fait au labo. Parce que ce qui est important, comme Balo l'a dit, c'est la formation d'abord. C'est le mental d'entrepreneur et la formation de base. Connaître réellement ce qu'on veut faire. Donc, quand on a la maîtrise, maintenant, il s'agit maintenant de voir, ok, peut-être que je pouvais, si j'ai les moyens, je peux commencer à un niveau, mais si je ne l'ai pas, je peux également adapter en fonction de mes moyens. Donc, c'est ce que j'ai fait finalement. Et le capital de base, c'était vraiment très peu, parce qu'il s'agissait d'aller acheter du rognier au marché, broyer avec d'autres partenaires, venir transformer avec les équipements de la famille,
étiqueté. Le nom Bougouni même est venu comme ça en fait, parce que j'avais pas de nom de marque en tête et j'étais un peu coincé. On m'a dit donne un nom. J'ai dit faut mettre Bougouni. Bougouni pourquoi? J'ai dit faut le grenier. C'est ce qui est comme Bougousso grenier. C'est le symbole de votre marque. Et après j'ai fait quelques échantillonnages de marché. J'ai fait quelques enquêtes marché. J'ai posé et la famille aussi a commencé à poser dans quelques alimentations. Donc j'ai eu des retours et je me suis dit je pense que je pourrais encore aller loin avec. Et j'ai mis ma bourse d'études automatiquement. La bourse, je l'ai pris et au lieu de prendre maintenant, après quelques temps, 2-3 mois, j'ai payé des équipements avec ma bourse pour maintenant pouvoir me détacher des équipements familiaux. Et là, je comprends finalement que je peux encore plus m'aventurer en choisissant comme mémoire de fin de cycle. Et dans la rédaction de la mémoire, j'ai été en contact avec beaucoup de fournisseurs, beaucoup de partenaires, beaucoup de clients et qui m'ont permis de me dire, mais en fait, ce que je viens chercher à l'école, je l'ai déjà. En deuxième année, j'avais déjà tout. Et lors de ma soutenance, les professeurs étaient tellement ébahis parce qu'il y avait des partenaires que l'école même cherchait à avoir, qu'ils n'arrivaient pas à avoir. Donc les partenaires étaient là. Il y avait le directeur d'Orange à son temps, il y avait la SNV, il y avait la l'APEJ, les directeurs régionaux, ils étaient là-bas. Donc c'est pour dire en réalité que ce qu'on apprend, certains peuvent dire que j'ai eu la chance d'apprendre ce que je fais, mais il y a 100 autres personnes, sinon 1000 autres personnes qui ont fait la même chose, mais qui n'ont pas entrepris là-dessus. Donc c'est une question de passion, de vision, mais le capital de base, comme vous l'avez dit, c'est d'abord venu de ma propre poche, de mes propres ressources locales, et suite à cela, les autres sont venus. D'accord, merci beaucoup. Très souvent, on a parlé de formation. Vous avez sorti formation de base, formation aussi et tout. Mais on parle très souvent, M. Ballot, du système éducatif malien qui souvent ne colle pas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est à revoir? Il y a un peu un débat par rapport à ça. Vous pensez que réellement, il faut vraiment le voir, l'enseignement technique, l'enseignement professionnel, ça en sort pas mal chaque année. Mais est-ce que la compréhension, voilà, c'est tout un discours, toute une réflexion à faire, c'est vrai, mais est-ce qu'au niveau du ministère, vous n'êtes pas un peu buté à ça? Buté à ça, je n'ai pas compris. Non. Confronté à ces problèmes? Il y a le système national de l'enseignement, de l'éducation et tout. Mais vous, aujourd'hui, quand j'entends M. Doumbia, il fait comprendre qu'il a eu la chance d'être déjà dans le circuit scolaire, qu'il a vraiment facilité les choses. Oui. Mais il y en a d'autres qui peut-être ne sont pas dans le circuit scolaire qui leur facilite les choses. Et vous, quand vous avez ces jeunes face à vous, qui sont à la limite un peu désorientés. Oui, c'est vrai. En fait, on ne va pas refaire sur les états généraux parce qu'on l'a été dit dans les états généraux. Et en fait, le système est confronté à beaucoup de difficultés, le système éducatif. Et vous savez, quand nous, on ne fait pas forcément la différence entre le ministère de la Formation et les autres, parce que quand on parle des ministères de l'Éducation, nous faisons partie. Parce que nous avons un pan de la chose qui est la formation professionnelle. Et globalement, le système est confronté à beaucoup de difficultés énormes. Vous savez, d'abord, vous avez un problème d'enseignants. Nous avons des problèmes d'effectifs. Comment gérer le flux? Et nous avons beaucoup de jeunes qui sont à l'école, qui en sortent, parce que le système n'arrive pas à les gérer tout le temps. Et nous avons des problèmes d'équipement, d'infrastructure pour caser les enfants. Et nous avons surtout des problèmes aussi de pédagogie et des problèmes d'adaptation des formations aux besoins du marché du travail. Je pense que c'est cette partie que les gens voient le plus parce que c'est là qu'on a le chômage. Le gouvernement essaie de faire beaucoup de choses à entreprendre, mais pour le moment, on n'est pas arrivé on n'arrive pas encore à absorber tous ces problèmes-là. Mais il y a des problèmes structurels qui sont la cause. Vous savez, quand vous allez à l'université, c'est le cas le plus simple à citer. Quand vous voyez le nombre de jeunes dans les sciences sociales, littérature, géographie, je ne dis pas que ce n'est pas des filières importantes pour un pays, c'est des filières importantes. Mais l'effectif qui est dedans est tellement important que l'insertion sur le marché du travail pose beaucoup de problèmes. Donc généralement, quand ces jeunes sortent, ils sont désorientés parce qu'ils savent que le marché classique ne les offre que très peu d'opportunités.
En plus, notre système à tous les niveaux ne forme pas le jeune forcément à être autonome. Vous savez, comme la plupart des pays francophones d'Afrique, l'école a formé pour la fonction publique. Et nous, si vous vous souvenez, depuis les années 80, l'État a fait une mutation où on est sur une économie de marché, où le créateur de la valeur ajoutée, c'est le secteur privé. Donc, forcément, qui est aussi le créateur de l'emploi. Mais aujourd'hui encore, on se retrouve sur un système de marché où sur les emplois formels, c'est l'État qui embauche le plus, ce qui n'est pas normal. Donc, on a énormément de jeunes qui arrivent sur le marché. Il n'y a que l'opportunité que l'État offre qui n'est pas assez importante. Après, ils restent sur le carreau, il n'y a rien. Et on ne les a pas formés pour qu'ils puissent se prendre en charge. Parce que se prendre en charge, je vais expliquer. Vous allez trouver un jeune qui vous dites, vous faites quoi? Il dit, les jeunes diplômés. Il est au chômage. Depuis combien d'années? Il vous dit, je suis au chômage depuis 8 ans. Mais vous n'avez rien fait. Non, il dit qu'il attend. Parce que notre système éducatif ne lui a pas donné les clés des compétences qui lui permettent lui-même de dire, ok, j'attends pas l'État, je commence moi-même à faire quelque chose. C'est ça la différence, par exemple. Si vous prenez le cas de Doumbia qui était à l'IPR, où l'IPR, tout le monde le connaît, l'IPR c'est une très 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 bonne école. C'est une école de réputation africaine, internationale. Donc quand vous arrivez là et que vous avez le mind pour faire quelque chose, vous pouvez avancer facilement. Mais quand là aussi, parce que l'IPR est en lien avec le secteur qui a le plus de potentiel au Mali, c'est l'agriculture. Mais quand vous sortez 10 000 sociologues, vous faites quoi avec au Mali ici actuellement? C'est ça la question. D'accord. Donc, le but de ma question, c'était tout simplement pour venir au fait que, est-ce que ça ne vous rend pas la tâche plus difficile pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat? Bien sûr. Ah, ça c'est sûr. En fait, voilà. La question de la formation, parce qu'on parle de deux types de formation. La formation à l'entrepreneuriat pour comprendre les clés de l'entrepreneuriat, mais pour aussi pouvoir faire de l'entrepreneuriat sincère, il faut avoir des compétences techniques. Techniques et générales, quoi, les savoir-faire. Quand on parle de compétences, on a 3 savoirs: les savoir-faire, les savoir-être et les savoirs généraux. Donc, si la qualité de la formation n'est pas bonne, on va se retrouver avec même des gens qui ont des diplômes, mais qui n'ont forcément pas la compétence et le savoir de rien, qui arrivent. C'est très difficile parce qu'ils ne sont pas préparés, en fait. Parce que dans les compétences, il y a ce qu'on appelle les savoirs généraux et les savoir-être. Et le savoir-être est très important quand capital. on apprend. Et ça, si ce n'est pas donné par le système éducatif, forcément, tous ceux qui travaillent sur la dernière partie du segment, c'est-à-dire la relation entre l'éducation, les sortants et le marché du travail, on a des soucis là. Et ces soucis-là, c'est un gros souci pour tout le monde. Parce que c'est ce que j'expliquais, quand vous trouvez un jeune qui a fait un master en sociologie, qui vous dit ça fait 8 ans il est chaud, mais c'est un souci pour un ministère de l'emploi et de la formation. Parce que nous, notre objectif, c'est d'aider, de définir pour l'État, d'accompagner les stratégies pour qu'on puisse réduire le chômage journalier. Mais quand vous êtes confronté à des problèmes comme ça, c'est compliqué. Donc c'est compliqué pour nous, au ministère, mais c'est compliqué pour l'État globalement et c'est compliqué pour la famille aussi. Et surtout les citoyens, on va dire, par la même occasion. Qu'est-ce que vous pensez de ces débats qui dit, là, on a quand même quelqu'un qui a pu rentrer dans ce secteur de l'agriculture. Oui, quand même, c'est l'agriculture qui nourrit votre business et tout. Et qui fait... Mais il y a la communication, il y a beaucoup de domaines. On va calmer le jeu, on va aller tout de suite à la politique nationale de l'entrepreneuriat national. Est-ce que la politique nationale de l'entrepreneuriat national est réellement cohérente face à l'entrepreneuriat aujourd'hui? En fait, la politique, tout ce que l'État fait en général, on peut avoir toute œuvre humaine, mais en général, quand on fait des choses, on essaie de faire des choses cohérentes parce qu'on n'est pas lu par nous-mêmes. C'est sur la base de ces documents politiques que nous collaborons avec les autres pays. Et quand on le fait aussi, on fait de la comparaison avec tout ce qui s'est fait chez nous, autour de nous. Donc on fait des choses assez cohérentes. Mais le problème, c'est que les secteurs dont vous parlez, mais déjà même pour expliquer aux Maliens que c'est du potentiel, c'est des secteurs qui ont des potentiels économiques importants. Les jeunes diplômés, comme il le disait, vous dites l'agriculture, ils vous regardent, ils se disent, il n'a pas fait toutes ces études pour aller faire l'agriculture. Mais c'est parce qu'ils ramènent l'agriculture à la production agricole. Tout à fait. Parce que l'agriculture, il y a plusieurs segments de l'agriculture. Vous avez la production agricole. Et dans la production agricole, vous avez plusieurs métiers, ceux qui produisent. Mais autour de ces gens qui produisent là,
il y a des métiers importants. La mécanique agricole, il y a le conseil agricole, il y a l'irrigation, il y a les intrants. Ça, c'est déjà dans la production agricole. Quand la production est disponible, il faut la transformer. Et pour transformer la production, il faut des industriels, des usines. Et dans ces usines, qu'est-ce qu'on prend? On prend tout le monde. L'ouvrier, le technicien, le comptable, le gestionnaire des ressources humaines, le financier. Donc, mais quand on ramène, le problème, c'est que quand on dit agriculture, comme Moussa le disait, les gens voient la production. Votre père produit, vous voyez comment il vit. Ils sont sur une agriculture de subsistance. Vous venez à l'école ici, vous faites des études supérieures, on vous dit il faut retourner à l'agriculture, il faut qu'on vous explique. Il faut beaucoup de pédagogie pour que les gens comprennent. Et c'est ce que nous essayons de faire, c'est ce que la stratégie aussi conseille. Dans la stratégie, on a tout un axe qui est consacré à ça, pour que les gens comprennent quand on parle d'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Quand vous prenez l'agriculture tout de suite, je vous ai dit plein de choses autour, mais ça c'est, laissons en prenant le bétail au Mali. Le Mali est un des plus grands producteurs de bétail en Afrique. Je crois qu'on est deuxième, après le Nigeria, si je ne me trompe pas. Et sur les petits ruminants, on dit même qu'on est premier. Mais vous savez, moi personnellement, je travaille un peu sur la question de la valorisation du bétail au Mali, mais sur la partie des sous-produits, la peau. Vous savez, la peau d'un taurion de 5 ans. Quand on l'abat le jour du Ramadan, là, on va à combien? 4 000, 6 000. Cette même peau, quand elle est traitée, le minimum qu'on peut avoir, c'est $150. On peut aller jusqu'à $500-600 quand cette peau est traitée. Donc, quand vous imaginez le nombre de cheptels que nous avons ici, le nombre de peaux que nous jetons, que nos voisins viennent là pour remplir les camions, aller encore les transformer pour manger. Imagine que si on veut transformer une peau, vous créez une usine de tannerie. Une usine de tannerie, il y a des ouvriers de tannerie. Vous allez embaucher un directeur technique, un directeur financier, un comptable, vous créez de l'emploi. C'est ça, c'est pourquoi on dit, quand le gouvernement dit il faut faire de l'entrepreneuriat, c'est seulement par ce biais-là, par ce canal, que nous allons créer de la valeur ajoutée. Et en créant de la valeur ajoutée, qu'est-ce que ça fait? On crée de l'emploi pour les jeunes. Il y a des taxes, il y a des impôts que les gens qui travaillent vont payer. Les entreprises qui font la valorisation, ils vont payer des taxes à l'État. Ils vont faire de la consommation aussi. Et c'est ce qui fait que l'État devient économiquement fort. Donc, les gens pensent qu'aujourd'hui, quand on dit entrepreneuriat, c'est juste un slogan parce qu'il y a le chômage et tout. Mais c'est la porte de sortie pour nos pays. On a des potentiels. On a des potentiels en termes de ressources. Mais aussi, on a des potentiels en termes de ressources humaines. Il y a énormément de jeunes chez nous, il y a énormément de personnes chez nous. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il faut travailler sur tous ces segments-là pour en faire des avantages pour le pays. Mais quand vous parlez de potentiel humain et tout, est-ce que le Malien est compétitif d'ailleurs? C'est déjà ça. Parce que très souvent dans les discussions, on nous fait comprendre que le gros problème au Mali, c'est la ressource humaine. Le gros problème, c'est la ressource humaine parce qu'on est très souvent obligé d'aller chercher des compétences autour ailleurs. Donc, nous, au Mali, on veut créer de l'emploi. On veut être entrepreneur, mais est-ce qu'on est compétitif aussi? En fait, le Mali a été compétitif. A été. C'est fort. Le Mali a été très compétitif. Le Malien, normalement, je veux dire. Pas le Mali, le Malien. Vous savez, avant, dans le système éducatif, quand vous regardez à côté, les Maliens enseignaient partout à l'extérieur. Et puis nous, il y a eu des générations, même à l'extérieur, même en Europe, vous trouvez des Maliens qui étaient parmi les meilleurs de leur classe. Nous avons connu une descente en enfer. Vous savez, depuis la fin des années 80, le début des années 90, nous avons eu des perturbations énormes. Et ces perturbations, c'est depuis 90 que nous les gérons encore. Parce que les gens pensent que les événements qu'on a ont commencé en 2012. Non, ça n'a pas commencé en 2012. Nous avons eu une série d'événements qui fait que tous les acquis que nous avions ont été perdus ou ont été atténués. Et pour que le Malien soit compétitif, il faut qu'on ait des ressources humaines de qualité. Et les hommes d'affaires, quand vous discutez avec le pays, l'Organisation patronale des industriels, ils ont un livre blanc qu'ils ont publié. Dans ce livre, ils citent comme deuxième frein à l'investissement au Mali la question des ressources humaines. C'est vrai, nous avons du monde, nous avons des jeunes, nous avons beaucoup de potentialités,
Mais nous, c'est ce qu'il disait, il faut qu'on arrive à transformer cette dividende démographique en un atout. C'est-à-dire qu'on doit revoir le système. Ça s'est fait, il y a eu déjà les assises de 2008 sur les états généraux de l'éducation en 2008 qui a permis d'atteindre des choses mais qui ont été annihilées à partir de 2012 avec la... Toi aussi, on a eu les états généraux de l'éducation. Tout de suite, on vient de faire les Tout états à fait. généraux. Et on pense que cette fois-ci, on allait sur de nouvelles bases. Parce que ce qui a été fait en 2008-2009, il y a eu des avancées. C'est là où on a eu plusieurs universités, on a changé de programme, on a fait des... Mais avec la crise du Nord, toutes ces avancées, il y a des écoles qui ont été détruites, on interdit même d'aller à l'école, les profs ne veulent pas aller dans certains points. En plus, on a le niveau des gens qui ont baissé dramatiquement. Maintenant, il faut reprendre tout. C'est ce qu'on appelle il faut refondre la refondation du pays. Dans cette refondation, l'éducation est un pas l'éducation et la formation professionnelle est un pas très important. Quand je dis que c'est des ressources que nous avons, même des ressources naturelles, nous avons. On a les deux plus grands fleuves, on a de l'or partout au Mali, on a du bétail partout. Mais c'est la transformation. Est-ce que ça suffit d'avoir des bétails, d'avoir tout ça? C'est quand même la transformation qui pose. Exactement. Et pour créer de la valeur ajoutée, c'est beaucoup moins une question de ressources financières que de ressources humaines, parce que les ressources humaines sont très importantes. Parce qu'il faut avoir des gens qui comprennent. Par exemple, lui, il a compris qu'il pouvait faire ça. Le jeune qui fait du shop, c'est parce qu'il a compris que c'était une opportunité. Parce que ça, en fait, comment faire pour avoir des Maliens qui soient plus compétitifs, voilà, ça c'est le gros problème aujourd'hui. C'est pourquoi dès que vous commencez les débats sur la question des ressources humaines, vous faites obligatoirement au Mali les états généraux de l'éducation. D'accord. Merci beaucoup, M. Balo. Je vais me retourner vers M. Doumbia. M. Doumbia, Oui. entrepreneur, c'est bien, c'est beaucoup de challenges, mais il y a aussi le challenge fiscal. Comment vous arrivez à gérer le poids? Parce que c'est sûr que c'est énorme, c'est un gros poids, la fiscalité. Comment vous faites? C'est un gros poids. Juste que, je suis également le président de la communauté des PME. D'accord. Communauté Mali PME PMI. Et je voulais juste mettre un petit casquette sur la dernière partie que la question qui était posée en termes de conversion politique sur l'entrepreneuriat. Il a beaucoup dit en fonction de ce qui doit être fait, de ce dont on a réellement besoin, parce que le jeune, il y a beaucoup de travail à faire pour le jeune en question, le jeune entrepreneur. Mais de manière générale, l'écosystème dont moi j'ai eu à évoquer préliminairement au début de mon intervention, c'est qu'il y a eu un travail préliminaire qui a été fait et qui nous a produit, nous, en tant que jeunes entrepreneurs. Et je pense que cette production, l'État était un peu en marge. Parce que généralement, c'est des opportunités qui sont venues, mais qui étaient plus pilotées par des partenaires étrangers. Donc, vous pensez que l'État, sur la balance, elle pèse moins, mais c'est plutôt les partenaires qui vous ont propulsé. Exactement. D'accord. Exactement. Donc là, je pense que c'est un plus jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que beaucoup sont déjà sur le marché, sont créés et ça peut être l'outil à l'agréable. L'État veut en tout cas renforcer l'entrepreneuriat au jour d'aujourd'hui et comme Balo l'a dit, il faut que les gens comprennent. Donc si certains sont déjà créés, je pense qu'il faut reconvertir encore plus les politiques vers les renforcements de capacités pour ceux qui sont déjà créés et qui n'ont pas disparu à 2-3 ans déjà. Et ça peut aussi permettre d'influencer parce qu'au jour d'aujourd'hui, la jeunesse nous regarde énormément, nous, qui sommes là jusqu'au jour d'aujourd'hui. On reçoit énormément de jeunes qui nous consultent. On veut faire ceci, on veut faire cela, mais ils savent pas où aller, quoi faire. Donc, en fait, je voulais juste réagir sur cette partie. Okay. Vous savez aussi, ça c'est une vision erronée des choses. Parce que les gens pensent que c'est les partenaires qui font. En fait, on avait 2 ou 3 grands programmes au Mali. Okay. Il y a eu le FASEJ, il y a eu le PROCEJ, il y a eu le FIER. Ouais. Tous ces projets-là sont venus parce que c'est l'État qui a signé une convention avec ses partenaires. Préliminairement. Ouais, il y a une convention, c'est l'État qui donne son quitus pour que ça se fait. Okay. Et quand ils définissent les stratégies, ces stratégies-là sont définies par l'État. Mais qui fait le besoin? C'est l'État qui fait le besoin. D'accord. C'est l'État qui fait le besoin et qui approche les gens pour dire voilà, nous on veut faire un programme emploi jeune, on veut faire un programme appui à l'entrepreneuriat jeune et tout.
et on discute, on échange. Souvent, c'est des processus qui prennent 1 an, 2 ans, on discute avec lui. Et à la fin, on convient d'un document et ce document est signé. Par exemple, sur le procès, la Banque mondiale, c'est vrai, c'est l'État, c'est la Banque mondiale qui finance. Mais vous les voyez, moi, ils viennent juste pour les réunions. Sur tout ce qui met en œuvre, c'est nous. Okay. Et dans le cas du FACEJ, effectivement, ça a été confié à une ONG internationale qui fait que, et puis la communication, les gens font en comme si l'État n'est pas. Et ça, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui les nouvelles autorités planchent énormément. On peut éviter cela. Parce que c'est l'impression que ça donne que c'est les autres qui font, l'État ne s'occupe pas. Exact. Mais derrière tout ce qu'on vous donne là, souvent c'est pas gratuit. L'État paye des impôts, paye des crédits derrière. Et ces crédits, c'est vous qui les payez. En fait, c'est pourquoi souvent quand je communiquais au niveau du procès, je dis mais c'est pas l'argent de la Banque mondiale. Parce que souvent, même quand les jeunes refusent de rembourser, ils disent, mais quel est votre problème? Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de la Banque mondiale. Oui. Alors que la banque, sur le projet que j'avais, 63 millions de dollars, il y avait 46% de dons, mais il y avait 54% de crédits que moi je vais payer, toi tu vas payer, peut-être tes enfants vont payer. Oui, c'est clair. Donc c'est toujours l'État, mais sur certains projets, on a eu, dans le cas de celui de justice, comme c'était une ONG internationale, les gens ont piloté comme si l'État n'était. Alors que l'État, c'est pourquoi désormais nous essayons, les nouvelles directives que nous avons dans les ministères, c'est de veiller à ça, que les gens ne font pas passer librement. Et ça fragilise nos États et puis ça les affaiblit. Parce que les gens, la population ne sait pas forcément que c'est l'État. Et la population ne sait même pas souvent que ce n'est pas des dons, surtout. D'accord. En tout cas, on est aussi. Vous nous rassurez comme quoi aussi l'État a un déficit de communication et ça, je pense que les hommes fans de médias l'ont très souvent souligné. Je pense que maintenant, c'est compris, donc l'approche doit éventuellement changer. Je reviens avec le point fiscal assez rapidement. Ok, le point fiscal. Vous l'aviez également dit, hein, est-ce que l'entrepreneur malien est compétent? Le Malien est compétitif avec le ZECLAF. Je pense que vous êtes au courant du ZECLAF. Et on a fait une réunion spéciale sur ça en termes de libre-échange, commerce. Et ça a effectivement posé sur cette question-là. Est-ce qu'on est compétitif à supporter cela? Donc, je pense qu'à notre niveau, on a la créativité. Donc, il faut effectivement d'autres types de renforcements concrets. Voilà, quand je dis concret, il s'agit vraiment de pouvoir aller sur du vrai et pour aller atteindre un certain niveau. Et la communication, elle est importante dans ce sens. Et je suis contente de l'attendre, de l'apprendre également sur ce plateau. Vous ne répondez toujours pas à ma question. Oui, je vais répondre maintenant. C'est assez simple. C'est un oui ou c'est un non? Oui, je pense que ça reste un oui. Ça reste un oui parce que en mois de novembre tout près, j'ai représenté l'Afrique de l'Ouest sur tous ceux qui sont accompagnés par le programme. Oui, je sais. Oui, la compétitivité. Je parle de ça je parlais de ça voilà. Maintenant, pour ce qui est de la fiscalité, je pense qu'il faut encore. C'est 30%. Hein? C'est 30%. Donc, au début, on a droit à certaines exonérations qui sont assez bien. Pour les jeunes entrepreneurs qui sont assez bien. Oui. Bon, après, les 30% sur après, en réalité, ça tape très fort. Ça tape très fort après, voilà. Et après, je ne vais pas mettre uniquement la fiscalité sur l'impôt. Je vais le mettre sur la structuration de manière générale parce que c'est ça aussi. Et c'est vrai que le jeune a beaucoup de défis par rapport à la compréhension même de tout ce qui est structuration, fiscalité. Et c'est l'un des grands défis aujourd'hui que nous avons dans l'écosystème. Et les produits de qualité qui sortent dans nos facultés également, malheureusement, on a très peu de compétences, même avec nos cabinets. Donc, il faut forcément traiter avec des cabinets à l'international pour pouvoir être sur nos droits, comprendre réellement tout ce qui a trait à la juridiction. Donc, aujourd'hui, les formes de société qui sont bonnes pour le jeune entrepreneur, ça c'est extrêmement important parce qu'on est face souvent à des associés qui veulent venir dans les capitaux des boîtes. Et tout ceci, je pense que il faudrait jusqu'à présent des renforcements de capacités et pour les entrepreneurs et pour les partenaires également qui viennent
pour qu'on puisse arriver à un D'accord. certain niveau. Vous nous donnerez tout ça aux recommandations parce qu'à la fin, c'est la spécialité de ce plateau, c'est qu'on Exact. aime bien dégager des recommandations et des pistes de solutions. Oui. Ici, sur ce plateau, je vais vers Monsieur Ballot. Monsieur Ballot, quels sont les chiffres aujourd'hui et pour que nos téléspectateurs puissent avoir des chiffres aussi sur l'apport dans l'économie nationale malienne, voilà. Parce qu'aujourd'hui, il se dit très souvent, oui, le chômage est énorme, 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 mais est-ce que l'entrepreneuriat contribue vraiment, concrètement, à l'économie malienne? Ok. En fait, quand on prend l'entrepreneur contribue, parce qu'il y a le PIB déjà, il contribue au PIB. Le secteur tertiaire, je crois globalement, ils sont sur 2 combien %, Ouais. mais ils contribuent. Ouais. Mais la vraie question, est-ce que l'entrepreneur contribue aujourd'hui à la création d'emplois? Mhm. Et à ce niveau, les emplois formels, oui. Mais l'emploi au Mali est dominé par l'emploi informel, qui est pratiquement 96%. C'est l'agriculture, c'est le secteur informel. Donc, quand on regarde la masse d'emplois, globalement, on va dire, ça contribue très peu. Maximum 4% globalement. C'est comme on appelle l'emploi moderne. Et dans cet emploi moderne, là, vous retrouvez tout, pas seulement l'entrepreneuriat. Il y a la fonction publique, il y a tout dedans. Ouais. Donc, ce qui fait qu'il y a une contribution qui est pas très importante aujourd'hui où nous sommes. Et c'est pourquoi je disais, si on veut lutter contre le chômage, il faut faire la promotion de l'entrepreneuriat, créer des entreprises au Mali, transformer, embaucher des gens et tout. Donc, voilà à peu près ce que ça donne. C'est pas aujourd'hui très important en termes de création d'emplois. Mais par contre, en termes de fiscalité, ils payent beaucoup c'est eux qui contribuent le plus. Ouais, Parce que quand vous prenez même la masse des entreprises, je pense, qui sont au-delà de 8000 au Mali, vous allez trouver qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont ceux qui payent le plus d'impôts. Ouais. Les grosses entreprises de la place. Il y a un poids fiscal dont les entreprises se plaignent. L'État trouve qu'il a fait des efforts, parce que dans tous les cas, il y a eu des efforts. Hein. Il a dit tout de suite pour les jeunes entrepreneurs. Ouais, l'exonération. Il y a aussi, il y a quelques années, 5 ou 6 ans, on a supprimé des taxes, la taxe emploi jeune, c'était même à défaveur du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'est des taxes qui ont été réduites. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que les entrepreneurs ne sont pas toujours satisfaits. Ouais. Parce que je suis président d'un comité de coopération entre le ministère de l'Emploi et l'entrepreneur national de la formation professionnelle et l'emploi avec le Conseil national du patronat du Mali. La question de la fiscalité fait partie. Voilà, nous, c'est noté parmi les difficultés qu'ils ont. Et je sais que sur les questions d'ITS et autres, ils ont des revendications et tout. Ouais. Voilà, ils ne sont pas satisfaits, mais l'État aussi, c'est une des ressources que l'État a, pardon. Et du coup, c'est des échanges. Je pense que les discussions continuent. Ça se calme, mais l'effort est là. Voilà, l'idée peut-être, c'est de faire des efforts sur le taux, mais d'élargir l'assiette en faisant la promotion de la création de beaucoup d'entreprises, en utilisant le partenariat public-privé. D'accord. Donc, quelle est la politique de protection des entreprises aujourd'hui? Et de l'entrepreneuriat même, on va dire. Vous savez, nous sommes membres de plusieurs organisations. C'est ce qui rend aussi la protection des entreprises un peu difficile. On a quitté la CEDEAO, mais nous sommes quand même dans l'UEMOA, nous sommes encore dans l'EMC. Et les barrières tarifaires posent beaucoup de problèmes. Mais je pense que avec les nouvelles directives que nous avons, je ne sais pas si vous avez suivi il n'y a pas longtemps, je crois que c'est la CMDT, on vous a dit que les consignes sont fermes. Tout à fait. La graine de coton sortira à condition que les besoins nationaux soient satisfaits. Tout à fait. Ça, c'est une protection. Parce que s'il y a des Maliens qui viennent construire des entreprises, on a étudié mais que la matière première, une des matières premières demandées là, c'est la graine de coton. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est éviter que le grain de coton, parce que souvent c'est que c'est passé. Oui, mais ça c'est l'inverse. Je pense que l'inverse même, ça peut être même au contraire. Je pense, hein, je ne me trompe pas. Je pense qu'on doit même au contraire faire cette promotion de vendre les produits maliens à l'extérieur. Ça, c'est l'une des choses. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, parce que je vois qu'un jeune entrepreneur comme Doumbia ici produit nos produits locaux de Made in Mali, mais pourtant, on voit sur le marché, surtout aujourd'hui, beaucoup de boissons qui viennent de l'Asie, par exemple. Il faut faire attention. Parce qu'en fait, il faut faire attention. En fait, l'État n'est pas contre qu'on vende des produits, des matières premières à l'extérieur. Mais il faut d'abord satisfaire les besoins nationaux.
Je m'explique. Vous avez des usines, des huileries au Mali. C'est vrai, il y a beaucoup d'huileries informelles, mais ces derniers temps, il y a des investissements. Il y a beaucoup de gens qui ont investi sur des usines réelles. Mais si on vous dit que, si l'État n'avait pas pris cette mesure, les graines de coton étaient déjà commandées. Donc, vous produisez des graines de coton, vous les amenez à l'extérieur, c'est l'huile transformée qui revient chez vous et que vous achetez. Et le processus de transformation crée des emplois, donc il n'y aura pas, le pays va devenir rapidement un pays de consommation. Regardez l'or, si on prend l'exemple de l'or. La majorité de l'or malien sort. Ça crée quelle valeur? Monsieur Ballot, je pense que tous les Maliens ne sont pas consommateurs d'or déjà, dans un premier temps, mais pratiquement tous les Maliens sont consommateurs de boissons, pour revenir à la boisson. Mais moi, j'ai envie juste de vous demander, pour vraiment éclaircir ce point-là, parce qu'on m'a interpellé là-dessus plusieurs fois, c'est de me dire, si l'État malien veut protéger les entreprises maliennes, surtout les petites entreprises qui font du Made in Mali, pourquoi accepter des produits venant d'ailleurs? Pourquoi ne pas avoir un quota? Pourquoi, par exemple, sur le marché malien, on a tellement de boissons énergisantes. Déjà, pour la santé, c'est tout un problème. Si on rentre dans l'aspect sanitaire et tout, ça devient après même assainissement parce que ces canettes se retrouvent dans nos fleuves, dans nos rues, dans nos poubelles. Donc, est-ce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas peut-être quelque part tirer la sonnette d'alarme en disant si nous, on a cette politique sous la main de protection des entreprises, c'est aussi de limiter cette importation. Mais ça, c'est toujours faisable. Je pense que l'État n'a jamais été contre. C'est ce que j'expliquais sur le coton. Il a dit la graine, ça reste ici. Maintenant, si vous faites des jus et si le jus est de qualité, il est certifié et tout, à ce moment, vous pouvez avoir une démarche avec l'État. Parce que si moi, je dis par exemple que ça ne rentre pas et que vous consommez ça, qu'est-ce qui se passe? On va dire à l'État. Mais l'État, c'est sa responsabilité aussi. D'abord, de permettre à toute la population de pouvoir accéder aux produits qu'ils veulent. C'est aussi sa responsabilité de protéger ses entreprises. Mais c'est aussi le fait que l'État aussi a signé des accords internationaux. Et ces accords, comment est-ce qu'on les protège? Est-ce qu'on a une norme nationale? Parce que c'est ce que les gens font aujourd'hui. Hein? Au lieu de dire que vous n'amenez pas chez nous, on prend les normes internationales, mais dans les normes internationales, on va faire des normes locales qui sont collées à ça avec des petits, qui fait que vous ne pouvez pas amener chez eux. Donc, il y a toute une stratégie qu'il faut avoir. Mais d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut qu'on arrive d'abord à transformer, à produire chez nous d'abord. Quand nous transformons une production en quantité suffisante pour nourrir pour que toute la population puisse consommer, en ce moment, on peut mettre des barrières. Est-ce que vous arrivez à comprendre que... Est-ce que c'est pas l'inverse? En mettant des barrières, on va pouvoir produire assez pour être consommé dans le pays? Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il faut éviter. C'est qu'il ne faut pas dire, je vais mettre des barrières. Je prends le cas du riz. Vous mettez des barrières en disant, le riz, personne n'amène du riz au Mali. Est-ce que vous êtes rassuré qu'il a... Non, pas forcément sur tous les produits, mais on peut déjà commencer sur certains produits quand même. Mais bien sûr, ça c'est faisable. Sur les produits sur lesquels nous avons de la production qui peut satisfaire les besoins du pays. C'est ça en fait. C'est pourquoi l'État joue un peu sur les choses. Parce que vous dites, si j'interdis, et s'il y a une pénurie, la population qui est contente parce que vous avez interdit, ils vont commencer à dire, ah si je ne peux plus avoir des jus de mangue, c'est parce que Drissa là et Moussa là, ils sont tous des bourris. Ça c'est comme ça, il y a des interprétations sur les choses. Donc il faut d'abord s'assurer qu'on a de la production de qualité. Quand on sait qu'on a de la production de qualité, ça ne suffit pas suffisant. Est-ce que cette production couvre les besoins de notre population? Et si c'est ça si on est sûr de cela, à ce moment on dit, je vais réguler parce que j'ai une production nationale de qualité que le Malien consomme et il n'y aura pas de pénurie parce que ça ne va pas manquer. En ce moment, on peut réguler. En fait, quand on gère ces choses-là, il faut aller avec beaucoup de doigté pour éviter des problèmes. Parce qu'en voulant dire, OK, j'interdis tout, les gens, c'est simple, hein, on vous dit, ah, ça c'est du populisme. Monsieur Ballot, je crois qu'il ne s'agit pas du tout pour tout quand même, mais bon, je pense que vous avez tout compris. En fait, c'est un peu ça, juste que Monsieur Douillet, malheureusement, je ne pourrais pas vous laisser rajouter quelque chose, le temps risquerait de nous faire défaut, voilà. Mais par contre, j'ai une question à votre endroit, on parle très souvent du Made in Mali, on voit beaucoup d'entrepreneurs, pratiquement
c'est le mot. Oui. C'est le slogan de tout entrepreneur made in Mali, produit 100% malien. Oui. Mais bon, j'ai envie de vous demander en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est un rêve ou une réalité? Le made in Mali, il y a du travail. Il y a du travail. Ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure. Quand je dis travail, c'est de l'accompagnement structurel dont peut-être les entrepreneurs locaux ont besoin. Parce que le made in Mali dépend de beaucoup de choses. S'il s'agit des denrées comme pour nous, par exemple, des denrées, des intrants, de la chaîne, renforcer la chaîne de valeur. Il s'agit de la technicité, du capital humain compétent et de l'aspect prix-qualité, de tous ces, par exemple, de tout ce que la population elle-même a besoin de manière générale. Donc, est-ce que l'offre que nous avons est conforme à la demande? Parce que pour les boissons, par exemple, en 2015, c'était 18 500 000 litres. Donc, est-ce que nous, en tant que producteurs locaux, nous arrivons à cette capacité? Est-ce que nous avons l'emballage nécessaire? Par exemple, je sais que la transformation est confrontée beaucoup plus au problème d'emballage que tout le reste. Est-ce que les coûts de production sont conformes à être compétitifs? Donc, il y a tout ceci. Et finalement, pour dire que est-ce que le prix des ventes est à la niche de la population de manière générale. Donc, il y a toutes ces questions-là qu'on se pose finalement. Et après, c'est la culture finalement du Made in Mali auprès de la population de manière générale. La culture de consommation. La culture de consommation. Donc, on a fait une semaine de consommation locale en partenariat avec plusieurs partenaires justement où on est parti dans les grandes surfaces, montrer, cultiver, sensibiliser pour que les gens comprennent justement. Moi-même, j'ai proposé lors d'un panel que peut-être il faut un face-to-face entre les consommateurs et les producteurs pour qu'on puisse comprendre la généralité. Mais je pense qu'également, il y a beaucoup de travail à faire côté étatique également en termes de renforcement. Je reviens là-dessus, de renforcement structurel parce qu'il faut justement créer des champions locaux, un peu comme, je prends juste un exemple, Dafani du Burkina par exemple, qui, quand on l'a renforcé, a pu satisfaire localement pour exporter. Exact. Donc, c'est ça que Balo voulait dire justement. Il faut qu'au Mali, on arrive à dégager une marque malienne. Une marque et que tous les Maliens adhèrent à cette marque. Exactement. Comme par exemple Bougouni. Exactement. Et ça commence par l'élite. L'élite même. Par exemple, quand vous le dites, les boissons, quand elles sont consommées dans des conseils des ministres, par exemple, et que la population voit, un peu comme au Burkina, tout le monde porte les tenues d'Afani lors des réunions. Je veux dire que le Made in Mali peut être une réussite quand l'élite déjà montre l'exemple à travers le renforcement de capacités de base, augmentation de la productivité, répondre aux besoins de manière compétitive. Je pense les politiques peuvent être mises. En phrase plus courte. Oui. Rêve ou réalité? Réalité. Réalité. Merci beaucoup. Travail dans l'exécution de la réalité. Merci beaucoup, monsieur Balo. Rêve ou réalité? La même question pour vous aussi. Bon, c'est un objectif. Donc, pour l'instant, elle n'est pas réalisée. Elle est en train d'être réalisée. Non, C'est progressivement. Vous savez, comme il a dit, il y a plusieurs paramètres qu'il faut maîtriser pour avoir un Made in Mali compétitif. Exact. Et c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et beaucoup d'appui. Les entrepreneurs, mais aussi de la part de l'État. Donc, pour que notre pays se développe, il faut qu'on arrive à faire du Made in Mali. C'est obligatoire. Maintenant, c'est un processus qu'il faut avoir. Par exemple, l'exemple simple, c'est le coton. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jolis tissus avec des Maliens. Mais même quand vous prenez votre habillement, vous allez donner. C'est du Made in Mali. Voilà, vous allez donner le même tailleur. Je peux le prendre, je suis pas obligé d'aller donner à votre tailleur. Si normalement le Made in Mali, je peux aller donner à une tailleur qui doit le faire. Mais il va pas, même quand il prend ma mesure, souvent, après, même après la prise de mesure, c'est plus le même tissu la même coupe que vous allez trouver. Donc, ce que je veux dire, c'est, il y a des pionniers qui travaillent là-dessus. L'État aussi essaie de travailler là-dessus. Et quand je dis l'État essaie de travailler, regardez quand, l'ex-footballeur le président même est allé, il a donné des directives pour qu'il puisse accéder aux matières premières. C'est ça, en fait, comme il disait, il faut d'abord des champions maliens qui arrivent à produire des qualités. Parce que le problème, c'est ça, en fait. Il faut que la qualité soit au moins comparable à ce qu'ils trouvent sur le marché. Une fois que cette qualité est là, qu'est-ce qui pose? Et si, comme c'est produit localement, il faut aussi maîtriser les coûts pour que ça soit légèrement moins cher qu'ici. Ou au moins, quand même le même prix que l'autre. Ensuite, maintenant, il faut s'assurer qu'on est capable de produire la quantité requise pour la consommation locale. C'est en ce moment que on arrive maintenant à exporter à l'extérieur et autres.
Et ça demande beaucoup de choses. Et l'objectif, je pense, de tout gouvernement celui, c'est ça, c'est aider, travailler sur cette question. Donc, c'est pourquoi je dis c'est un objectif. On n'est pas encore arrivé à terme, mais nous sommes en train de progresser, même si les pas sont là. Mais l'objectif, c'est qu'on va arriver. D'accord. Vous avez déjà quand même avancé pas mal de défis par rapport à l'entrepreneuriat et tout. Quels sont les défis aujourd'hui, concrètement, qui prédominent tout, mais on va pas rentrer dans les détails. Voilà. En fait, les défis, c'est sur ces défis-là. La stratégie travaille énormément sur ces questions-là, en fait. La première des choses, c'est d'abord l'environnement des affaires. Simplifier les choses pour tout le monde. Vous savez, pour créer une entreprise, c'est très simple, mais beaucoup de Maliens ne savent même pas que c'est très simple. Ouais. Parce qu'il y a des intermédiaires et tout, l'État essaie de faire des efforts. On a mis en place une agence spécialement sur ça. L'API. On nous avait dit 48 heures, maintenant 72 heures. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que l'API aussi progresse. Ils sont en train d'aller vers une digitalisation qui permettra à tout Malien, citoyen malien ou étranger, de créer une entreprise à partir de son lit. Ouais. Déjà, ça, c'est faciliter l'environnement. Ouais. Il y a cette question aussi de la formation. Et la formation métier, la formation à l'entrepreneuriat. Parce que, vous savez, c'est pas, l'entrepreneuriat, les gens pensent que c'est une solution qui résout tout. Ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, vous les voyez, ils sont en costume et tout, mais souvent, c'est des gens qui dorment pas. C'est clair. Parce qu'il y a des soucis, il faut gérer les salaires des gens, l'électricité, la communication. Tout ce qu'ils ont à gérer, ils sont tout le temps sur le téléphone, sur l'ordinateur. Même en voyageant, ils sont avec leurs outils parce qu'ils sont obligés. Donc, c'est un métier à part. Il faut des compétences spécifiques. Il faut pas seulement connaître comment gérer une entreprise, mais il faut avoir un leadership, pouvoir résister aux différents vents contraires qui viennent. Ça, c'est un défi qu'il faut résoudre. L'autre défi, c'est comment rendre aussi, ça résout un peu l'environnement, comment rendre les choses fair and free. Je m'explique. Et quand il y a une opportunité de travail sur un marché, que lui, vous et moi, chacun puisse aller individuellement avec notre entreprise, concourir, et que le meilleur gagne, que les choses soient free. Voilà, ça c'est... Dans une transparence. Totale, ça c'est important. Il faut aussi, donc l'accès au marché est important, parce que ça tue aussi beaucoup d'entreprises. Vous allez voir, vous êtes très excellent dans votre entreprise, mais le marché est attribué à quelqu'un qui n'a même pas les dixièmes de compétences. Qui souvent vient vous sous-traiter même d'ailleurs. Donc c'est pourquoi la transparence est importante. Et je parle, l'autre truc aussi, c'est l'accès au crédit. On ne peut pas nier ça. L'accès au crédit est un souci. Et souvent, au Mali, on va dire il n'y a pas d'argent. Mais il y a des opportunités pour avoir l'argent. Le gouvernement a fait des efforts en créant un fonds de garantie du secteur privé. Vous demandez à beaucoup de personnes, ils vous disent qu'ils ne connaissent pas. Et même quand vous parlez avec eux sur les mécanismes de financement, vous discutez avec beaucoup de Maliens, quand vous dites, il y a des financements, oui. Mais c'est quoi? C'est de la subvention, le crédit. Quand on dit crédit, on dit, non, pas le crédit. En fait, quand on est entrepreneur, il faut aller vers les outils de l'entrepreneur. Donc, cette sensibilisation d'abord, pour que les gens comprennent que les outils de l'entrepreneur, il y a ça, l'écosystème, il y a les fonds de garantie, il y a les fonds, il y a le leasing, il y a les financements à crédit, tout ça, c'est des défis, parce que beaucoup de Maliens n'ont pas compris, parce que ce qui est étonnant, asseyez-vous un peu au niveau de la population. Les Maliens sont fiers en me disant, moi, j'ai jamais contracté un crédit. Oui, ils sont frères, Il y a des hommes d'affaires au Mali qui n'ont jamais contracté de crédit. Alors que c'est, un homme d'affaires, c'est quelque chose de normal. C'est ce qui vous évite de mettre tous vos œufs dans un seul panier. Il y a aussi, effectivement, cette question de sensibilisation. D'accord. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Bali. Balo plutôt, voilà. Quels sont vos défis en tant qu'entrepreneur, Monsieur Doumbia? Déjà, l'emballage. J'ai parlé de la transformation agroalimentaire. La conservation. Oui, la conservation. C'est au niveau production, en fait. Oui, ça c'est au niveau production. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui évoluent dans le même secteur. Pas seulement les boissons, mais comme vous l'avez dit, il faut transformer pour créer plus de valeur. Donc la transformation est beaucoup plus confrontée au problème de conservation qui est lié au problème d'emballage. Donc il n'y a pas de banque d'investissement entre autres. Voilà, le projet est en cours depuis très longtemps. C'est pas encore totalement finalisé. Donc c'est ce genre d'opportunité en fait qu'on a besoin. Peut-être
Youssouf N'Dour a créé, je pense, une usine d'emballage au Sénégal l'année dernière ou l'année surpassée. Mais je pense que les investisseurs locaux gagneraient beaucoup à se pencher là-dessus. Ça pourrait effectivement booster les chaînes de valeur agricoles. Donc ça fait partie de nos défis. Les défis également, c'est souvent les ressources humaines. Voilà, qui arrivent à partager la vision, la passion de l'entreprise. Donc, il y a tout ça. Il y a des défis également numériques. Voilà, on a chaque fois en tant qu'entrepreneur besoin de nouveaux outils. Comme actuellement, on est face à l'ère de l'IA. Donc, on est en train encore de renforcer les capacités justement là-dessus. Parce qu'arrivé à un certain niveau, on a vraiment besoin de ces outils pour renforcer les capacités. Voilà. Et comment des sites, développement des sites de vente. D'accord. Voilà, des innovations, voilà, digitales. Voilà, on a beaucoup besoin de digitaux. Malheureusement, on est en train d'aller un peu. D'accord. Il faut que l'environnement soit plus fluide et en même temps l'évolution technologique se fasse ressentir dans le pays. Exactement. Nous, on combat, on fait de notre mieux chaque fois pour sensibiliser jusqu'à présent, parce que l'autre défi que nous avons, c'est que voilà, la jeunesse, les nouveaux entrepreneurs viennent chaque fois vers nous pour nous demander, mais je suis confronté à ça, à ceci, à cela. Bon, si toi, tu me donnes une idée, ça veut dire que ça peut forcément marcher. Donc, ils nous prennent comme exemple. Je pense que vous avez la formule magique. Et voilà, ils pensent qu'on a la formule magique. Alors que de base, c'est le même problème que, voilà, le ministère est confronté. Ils n'ont pas peut-être le mindset nécessaire, les flairs nécessaires. Donc, on travaille beaucoup à ce que la culture entrepreneuriale s'installe auprès de tous ceux qui vont. Parce qu'après, je me rappelle, en 2021 à Caï, j'ai été payé pour faire une formation jusqu'à la fin. Un mois après, il y a un jeune qui me contacte, qui me dit, un an après, disons, que je suis l'acteur qui l'a poussé dans le vide. Donc, au-delà de tout ce que nous faisons, oui, parce qu'ils pensent... Des fois, il y a des échecs. Il y a beaucoup d'échecs des fois. Donc, la culture entrepreneuriale aujourd'hui, c'est le plus grand défi, je pense. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Nous acheminons vers la fin. Voilà. Juste, dernière ligne, 2-3 recommandations et surtout, comment faire pour que l'entrepreneuriat au Mali soit une priorité? Monsieur Balo. L'entrepreneuriat, c'est déjà une priorité. Vous savez, c'est la première fois que nous avons... À ce niveau, c'est quand même une priorité? Pour le gouvernement. D'accord. Voilà, pour le gouvernement, mais ce qui est sûr aussi, c'est que on est confronté actuellement à beaucoup de défis qui font que dans la gestion quotidienne, les priorités peuvent changer. Mais il y a déjà créé un ministère de l'entrepreneuriat national, parce que pendant longtemps, on a été ministère de la formation. Oui, exactement. Oui. Ensuite, les assises ont demandé aussi les assises avaient demandé de créer le ministère. Les assises ont aussi demandé d'élaborer une stratégie nationale de l'entrepreneuriat. Donc, on est en train de faire toutes ces choses, c'est que le gouvernement a pris conscience. C'est vrai que tous les moyens dont on a besoin pour booster, effectivement, on les a pas aujourd'hui parce que les priorités de l'État sont énormes. Et souvent, comme on est dans les questions de survie, les priorités peuvent baisser facilement le rang. Mais c'est ça, voilà. Donc, et en termes de recommandations, nous, en fait, c'est tout ce que nous prévoyons dans la stratégie. C'est mettre en œuvre la stratégie. Mais surtout, il y a 2 questions sur lesquelles il faut travailler, en recommandation sur lesquelles il faut beaucoup travailler. C'est toute cette formation, cette sensibilisation. Et en fait, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose pour les jeunes. Et certains jeunes commencent à dire face aux difficultés en disant, ah oui, vous nous poussez comme vous le dites. Oui. Vous parlez même, on a même des responsables qui disent, mais vous, votre histoire d'entrepreneuriat, vous poussez les jeunes dans l'inconnu. Mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas seulement les jeunes, c'est l'ensemble. Et malheureusement, n'est pas entrepreneur qui le veut. Ça, c'est aussi un des soucis. C'est quand nous avons nos programmes, tout le monde arrive. Ils comprennent pas qu'être entrepreneur, parce que c'est quelqu'un qui résiste au vent, au contraire. L'entrepreneur, moi, je sais qu'on a financé une dame. Elle a fait une commande, on avait payé 5 millions. Elle a fait une commande à Jean, 3 750 000. La dame est partie avec son argent. Elle ne pouvait pas dire à la banque, la banque, notre partenaire, qu'elle ne peut pas payer. Ça, c'est des vents contraires. C'est des vents contraires. C'est clair. Mais si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas le mind pour être entrepreneur, vous abandonnez tous. Tout. Vous abandonnez tout de suite. Mais non, elle s'est battue, elle est allée voir la banque, elle a discuté avec. Elle a dit, voilà les transferts d'argent, vous avez vu, mais on m'a escroqué.
Mais je vais payer, mais on va aller doucement. Elle a revu, elle a complètement tout payé. Nous-mêmes, à l'époque, on était satisfaits tellement que sur un volet qu'on avait, on lui a alloué 12 millions. Après, ça, c'est parce qu'elle avait tout payé et puis elle continuait à partir. Donc, en fait, c'est ça, il faut qu'on arrive à mieux passer dans la population la question de l'entrepreneuriat, qu'on explique mieux que ça ne soit pas un mirage pour les gens. Donc, il faut aussi former les jeunes, renforcer l'écosystème. Parce que l'écosystème, c'est pas l'État qui va aller former, c'est l'écosystème. C'est tous les incubateurs, les accompagnateurs, tout ça. Il faut arriver à renforcer, parce que notre écosystème aussi a des défauts. On a beaucoup d'incubateurs, mais tout le monde est devenu incubateur. Il y a des gens qui sont incubateurs qui n'ont jamais entrepris, qui sont jeunes diplômés, mais ils sont incubateurs. Donc, il y a l'écosystème qu'on doit renforcer. Et les questions de financement, c'est le nerf de la guerre. Tout à fait. On n'a pas encore trouvé la solution aux questions de financement. On a mobilisé beaucoup d'argent. Beaucoup de jeunes ne nous ont pas remboursé. Mais est-ce que nos outils aussi étaient bien adaptés? Il y a tout un questionnement. Exactement. Merci beaucoup, M. Balo. Monsieur Doumbia, oui, vos recommandations? Moi, c'est ce que je dis partout quand je passe. C'est que on essaie de renforcer l'écosystème sur ces 3 volets. Le gouvernement, la population et les entrepreneurs. Les entrepreneurs qu'ils se renforcent, qu'ils s'adaptent à l'environnement et qu'ils proposent des solutions qui résolvent effectivement les problèmes de tout le monde parce qu'ils sont créateurs de valeur. Et la population, le gouvernement, tout le monde, qu'on essaie de comprendre qu'on doit aller ensemble et qu'on s'entraide de tous les côtés parce que c'est nous qui faisons ce pays. Mais surtout côté entrepreneuriat, j'ai fait beaucoup de requêtes. Accompagnons les entrepreneurs, que ce soit Bougouni ou pas, peu importe. Accompagner un entrepreneur, ce n'est pas seulement lui donner de l'argent, c'est partager ses postes, c'est proposer ses produits à une alimentation à côté, c'est lui dire qu'il va réussir, une seule phrase qu'il va réussir. Voilà, c'est ces choses-là dont on a besoin aujourd'hui pour que les jeunes puissent rester forts, mobilisés avec leurs projets, qui peuvent prendre toute une communauté. Un peu, vous voyez une entreprise comme Apple aujourd'hui qui est créée de la main de quelqu'un qui était dans les garages pauvres, mais aujourd'hui qui couvre le monde entier. Donc les gens doivent avoir l'entrepreneuriat comme tel. Quand ça a réussi, c'est tout un pays et c'est tout un continent. Donc renforçons-nous et on peut y arriver. Merci beaucoup. Voilà quelques pistes de recommandations. Voilà à l'endroit des futurs entrepreneurs ou bien ceux qui se posent la question. Voilà. On verra plus tard si ça fait effet, hein, si ça fait vraiment effet. Alors, messieurs, je vais vous demander votre bref conclusion et mot de la fin pour nos téléspectateurs et peut-être même pour les autorités, hein, parce que sûrement vous avez des messages à passer. Moi, je commencerai par remercier votre média pour nous avoir invités et rassurer la population que l'entrepreneuriat est une priorité du gouvernement. Vous savez, mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'on est tous mariés, on est tous là, on sait aussi tous les défis auxquels est confronté notre pays. Donc, quand il y a des défis comme ça, le gouvernement, à un certain moment, fait des choix qui fait que quelque chose qui apparaît prioritaire pour le gouvernement, pour beaucoup de gens, peut être déclassé un peu par rapport à cela. Mais l'entrepreneuriat reste la solution chez nous ici. Parce que, en fait, si nous voulons que ce pays se développe, si nous voulons créer des emplois, il faut on fasse de la transformation, qu'on crée des unités industrielles. Il faut qu'on embauche les jeunes. Il faut aussi, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, que rapidement on puisse reprendre tout le système éducatif en main pour qu'on forme des gens en fonction des besoins du marché. Mais pour que le marché d'ailleurs, pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait des entreprises qui créent le marché de l'emploi. Donc, tout va ensemble. On est dans notre cas, avec tous les défis que le gouvernement a, on s'est retrouvé confronté à plusieurs choses en même temps auxquelles il faut répondre. Mais je pense qu'il n'y a pas, personnellement, moi je crois que nous avons un pays qui a de l'avenir. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Doumbia. Moi, je remercie les autorités, voilà, pour l'effort qu'ils font, voilà, à leur niveau. Et je remercie également le ministère de l'entrepreneuriat, voilà, pour tout ce qu'il fait. Et même si je pense qu'il faut encore renforcer encore davantage. Et je remercie finalement, voilà, vous, voilà, Mandé TV, pour tout ce que vous faites. Et merci pour cette invitation.
Voilà. Merci beaucoup, monsieur, mais surtout une protection de nos entreprises, hein. Voilà, monsieur Ballot, vous riez, oui, mais bon, il faut être hyper nationaliste jusqu'au bout. Exact. Voilà, c'est ça aussi la souveraineté nationale, la souveraineté du pays, c'est la protection de nos entreprises et vraiment faire en sorte que les politiques puissent protéger nos entreprises sur le territoire et éviter, écarter toute cette concurrence déloyale qui se fait au sein même du territoire malien. Exact. Voilà. Exact. Messieurs, merci beaucoup. Téléspectateurs de Mandé TV, nous sommes à la fin de notre réflexion du jour. J'espère que vous avez eu des réponses aux questions que vous vous posez. Voilà. Qui a pour thème opportunités et défis de l'entrepreneuriat au Mali. Pour pousser cette réflexion sur le plateau de Mandé TV, j'ai sur ce plateau Monsieur Drissa Ballot. Il est conseiller technique au ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, avec Monsieur Moussa Doumbia, entrepreneur, diplômé en agrobusiness et PDG de l'entreprise Bougouni. Voilà. Donc les produits Bougouni, voilà, un peu de publicité. Elle est gratuite, hein, quand même, parce qu'il a bien voulu se rendre disponible pour booster. Voilà, c'est un exemple à suivre. Il va défendre les drapeaux du Mali partout dans le monde pour dire le Made in Mali surtout. Voilà, moi j'espère trouver cette boisson hors du Mali, hein, surtout. Vous me promettez. Exact. Téléspectateurs de Mandé TV, on se dit à la prochaine. Restez sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Je salue la régie qui a assuré l'enregistrement. On se dit à la prochaine.